Mesdames et messieurs, j'ai choisi d'intituler mon discours de rentrée « Université de Liège, identité et vision ». J'évoquais précédemment la libération de la Belgique il y a 75 ans et la fin de la Seconde Guerre mondiale au cours de l'année qui a suivi. Depuis lors, nous avons la chance de vivre en paix avec des libertés bien protégées. Dans le monde actuel, c'est malheureusement un privilège. Les situations de conflit sont encore très nombreuses et la liberté plus souvent encore bafouée. Pensons simplement à notre doctorant iranien Ahmed Babaï, enfin libéré. Cela étant dit, je voudrais commencer par rappeler brièvement l'évolution de notre université au cours de ces 75 dernières années. Une fois la reconstruction de notre pays après le conflit bien entamé, elles ont débuté par une période relativement faste pour notre université, soutenue par plusieurs facteurs. C'est assez brutal à dire, mais la bombe atomique a montré la puissance des sciences fondamentales. L'industrie avait besoin de compétences et l'économie avait retrouvé une croissance rapide. Cette période faste a été marquée par un soutien aux universités, concrétisé sous différentes formes. D'abord, particulièrement pour nous, universités d'État, la loi de 1953 qui donnait l'autonomie à ces universités. Un financement plutôt généreux, le soutien de grands projets en ce qui nous concerne la construction du campus du Sartiment sur lequel nous sommes. Il y a d'ailleurs beaucoup à dire sur ce campus sur lequel nous nous trouvons. C'était indéniablement un beau projet, inspiré des campus américains. Mais il a été dilué dans une temporalité trop longue, parce que les moyens n'ont pas suivi au rythme prévu initialement. Il ne sera jamais complet, dans le sens que notre université va garder un ancrage dans la ville. Il y a maintenant 2 autres campus, à Arlon et à Gembloux. Le projet avait aussi quelques défauts. C'est un campus au modèle américain, mais qui ne prévoyait pas l'aspect résidentiel des campus américains. Et les problèmes de mobilité ont été anticipés avec la vue de l'époque, qui était de construire des parkings et de penser que tout le monde se déplacerait en voiture tôt ou tard. La réalité est bien différente à l'heure actuelle. Pendant cette période, nous avons vu le développement de domaines phares de la première moitié du XXe siècle. Je parle notamment de la physique, mais aussi de domaines portés par de fortes personnalités. Je citerai l'astronomie et l'astrophysique, la biologie marine, qui nous a valu l'aquarium du quai Van Beneden, et la station océanographique de Starezo en Corse. Après ces belles envolées, nous sommes entrés dans une période plus difficile, dans un contexte marqué par les crises pétrolières et économiques. Souvenez-vous des dimanches sans voiture de 1973, le déclin des industries traditionnelles de la région, des nouvelles lois de financement plus restrictives et ne privilégiant plus les universités de l'État. Dans notre université, cette période a été relativement mal vécue. Nous avons connu des plans d'assainissement et de restrictions successifs. Certaines difficultés à mettre en place les adaptations et réorientations nécessaires à un environnement changeant. Et dans cet environnement changeant, il y a bien sûr celui de la structure de la Belgique, avec l'émergence des régions et communautés. Avec pour conséquence un pouvoir politique peut-être plus proche de la région, parce que passant du niveau national au niveau de la communauté, et une volonté de mettre l'université plus au service de l'économie de la région. Volonté au départ parfois mal perçue par le corps académique de l'université, mais graduellement bien intégrée, avec aussi de très belles réalisations. Ce XXIe siècle a été marqué par 2 vagues de changements. Je citerai d'abord les fusions. Nous avons successivement fusionné et intégré dans notre université le campus d'Arlon, l'ancienne fondation universitaire luxembourgeoise, l'école de gestion HEC, qui était une école indépendante dans la ville de Liège, en 2005. Gembloux et sa faculté des sciences agronomiques, maintenant appelée Gembloux Agrobiotech en 2009. Les écoles d'architecture,
situé à Liège, Lambert-Londard et Saint-Luc en 2010. Ce XXIe siècle a aussi été marqué par le développement que je qualifierais d'intensif de la législation. En 2003, un décret sur la participation étudiante, le décret Bologne de 2004, passant au programme 3+2, Bac plus Master, avec l'installation des académies universitaires, le décret Paysage 2013, où disparaissent les académies universitaires, mais apparaissent les pôles, l'ARES et le système accumulation de crédit. Beaucoup plus récemment, le décret formation initiale des enseignants de cette année 2019. Aussi des modifications plus limitées, mais qui impactent notre gouvernance et notre mode de fonctionnement de l'université. Je ne citerai que le régime de mandat pour l'administrateur qui date de 2003, la possibilité bienvenue d'avoir des vice-recteurs de mission en 2008 et la modification du processus d'élection du recteur en 2013. Je dirais qu'on est loin de l'esprit de la loi de 1953, dont l'objectif était de donner plus d'autonomie aux universités. À la suite de tout cela, que sommes-nous aujourd'hui? Je dirais une université qui s'adapte, certainement. Une université qui fait face à des demandes multiples et parfois contradictoires, clairement. En voici quelques-unes. Accueillir de plus en plus d'étudiants et constamment améliorer son enseignement. Développer notre réseau local aussi bien qu'international. Équilibrer notre budget et investir pour l'avenir. Faire progresser notre recherche et contribuer au développement régional. Notre université est aussi une université qui collectivement s'interroge et parfois hésite. Car la situation actuelle n'est pas toujours facile à vivre pour les membres de l'université. Ça nous a été rappelé dans les interventions que vous venez d'entendre. Pourtant, la société est confrontée aux défis d'un monde incertain. Elle attend beaucoup de nous. Ces défis sont nombreux. Commençons par le développement rapide des technologies, l'exploitation des données massives, qui ouvre de nouveaux champs d'investigation et de nouvelles possibilités positives, mais aussi de contrôle. L'intelligence artificielle, qui permet l'automatisation de processus dont on n'avait même pas imaginé précédemment qu'ils pourraient l'être, de même qu'une robotisation de plus en plus accrue. Le développement de la génétique et des biotechnologies en général, qui ont un impact majeur sur ce que nous pouvons faire au niveau soins de santé et sur notre connaissance. Aussi des choses exaltantes, comme une nouvelle vue de l'univers, notamment la découverte d'exoplanètes, dans lesquelles notre université a joué un rôle important. Aussi l'observation du monde à partir des ondes gravitationnelles, un modèle théorique qui a pu finalement être observé et pour lequel nous avons un grand projet dans la région de développer un télescope à ondes gravitationnelles. De cette évolution technologique découlent de profondes modifications, notamment de l'emploi, de plus en plus de fonctions automatisées, une perte de valeur peut-être de certaines compétences techniques qui peuvent facilement être remplacées par des systèmes informatiques, d'autant plus que si elles sont pointues. Par contre, un aspect plus important est l'aptitude au contact humain et aborder des questions aux dimensions multiples. L'emploi se transformant, ou même peut-être dans certains cas disparaissant, il se pose de façon aiguë la question de l'organisation sociale et de la répartition des richesses. Au-delà de cela, il y a aussi un risque, même si la prospérité de tous est assurée, que le tissu social ne se déconstruise et qu'il y ait une difficulté à gérer une oisiveté qui va se généraliser ou qui pourrait se généraliser. Pourquoi ? L'oisiveté est un problème. Nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour programmer nos besoins, essentiellement primaires, l'alimentation, la production, et peut-être avec l'effet induit d'un certain attrait pour le pouvoir. Si on regarde le fonctionnement biochimique de notre cerveau, c'est tout à fait visible. Il y a dans ces fonctions des libérations d'hormones qui nous donnent une sensation de plaisir et de bien-être. Ce qui fait qu'une oisiveté mal gérée mène souvent beaucoup de problèmes, notamment une obésité, des maladies, une durée de vie réduite. Mais je voudrais donner un message positif par rapport à tout cela. Parce qu'on a aussi observé
qu'on a le même type de réaction biochimique dans la découverte et l'apprentissage. Et je pense qu'il est notre rôle de donner ce goût de l'apprentissage, de la curiosité, de la découverte à nos étudiants. Ils seront aussi bien armés pour l'avenir. Le monde économique est aussi devenu fort particulier. Des taux d'intérêt nuls ou négatifs à long terme, une concentration du pouvoir économique avec des entreprises qui valent plus et qui ont finalement un pouvoir économique plus fort que pas mal de pays, des guerres commerciales, l'apparition de crypto-monnaies qui assurent une fonction qui était précédemment réservée aux États. Le bouleversement des liens sociaux, les fausses nouvelles ou fake news, la fragmentation de l'opinion et la méfiance croissante vis-à-vis du monde politique. À ce propos, l'actualité de cette semaine, assez extraordinaire, a été marquée par des événements qui testent les limites des systèmes démocratiques des deux pays qui ont le plus contribué à nous libérer du fascisme. Il y a de quoi s'inquiéter, d'autant plus que les situations que j'évoque sont l'une comme l'autre polluées par le mensonge. Je ne peux pas clôturer cette liste sans en venir au réchauffement climatique, qui est un problème particulièrement complexe, où se mêle la science qui nous aide à prédire ce qui va se passer, la technologie qui pourrait nous aider à résoudre le problème, mais aussi les politiques qui permettent de mettre en place cette technologie et les incidents économiques qui soutiendraient ces politiques, des choix individuels, l'organisation de la société et la politique internationale. Avec une difficulté additionnelle que la menace est diffuse, et nous sommes ici aussi face au dilemme de la coopération. Le dilemme de la coopération, simplement la situation où l'intérêt individuel et l'intérêt collectif ne coïncident pas. L'intérêt individuel est que tout le monde réduise ses émissions de carbone, mais qu'on ne le fasse pas soi-même. L'intérêt collectif est que tout le monde le fasse. Un paradoxe bien connu, mais pas toujours facile à gérer. Et les discussions internationales qui ont lieu exactement cette semaine le révèlent encore. Il serait prétentieux de prétendre que nous allons traiter tous ces problèmes, mais nous devons contribuer à les résoudre par notre enseignement, qui formera des personnes capables de les étudier et de les aborder, par notre recherche, qui apportera certainement des parties de solutions, par nos actions et l'exemple que nous donnons. Au vu de mon analyse précédente de la situation de l'université, vous attendez probablement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, à ce que je sorte ma liste de revendications en la motivant par l'importance du rôle que nous avons à jouer face aux défis auxquels notre monde fait face. Ce ne sera pas le cas. Car avant les revendications, je trouve essentiel de travailler sur nous-mêmes, de bien nous situer et de développer notre vision de ce que nous voulons être. Quand on va dans cette voie, il est trop fréquent d'aboutir à des phrases souvent longues, parfois élégantes, mais dont le sens transparaît rarement quand il n'est pas totalement absent. J'ai choisi une autre approche qui est celle de l'extrême concision. L'idée m'est venue en constatant que, contrairement à la plupart des autres institutions universitaires, la nôtre n'a pas de devise. Une devise permet de se définir en quelques mots, facilement retenus, et qui sont un guide dans nos décisions et notre façon de nous présenter. Alors, après quelques consultations, voici la devise que je vous propose pour l'Université de Liège. Scientia optimum. Il ne vous échappera pas que c'est en latin, une tradition dans les devises. Le latin a l'avantage d'une très grande concision. Analysons brièvement ces deux mots. Scientia se traduit bien sûr par science, mais dans un sens large, de connaissance, de savoir. Optimum est un superlatif qui se traduit par le meilleur ou excellent. Ces deux mots ne sont pas accordés, pour ceux qui se souviennent de leur latin. Il ne s'agit pas d'excellente science, mais du meilleur ou de l'excellence par la science, par la connaissance. Dans cette locution, le verbe est sous-entendu. Il pourrait être viser, atteindre, obtenir, offrir. Ainsi, cette devise s'applique à nos étudiants,
à qui nous voulons offrir les meilleures possibilités grâce aux connaissances que nous les aidons à acquérir, à notre enseignement qui doit permettre à nos étudiants d'atteindre le meilleur de leurs capacités par le développement de leurs connaissances, à notre recherche qui vise à découvrir les connaissances qui nous permettront d'aller vers le meilleur, à l'ensemble de notre personnel dont les compétences permettent l'excellent fonctionnement de notre institution, à notre rôle vis-à-vis de la société que nous voulons pousser vers le meilleur en apportant des connaissances. Vous trouvez peut-être que 2 mots, c'est un peu court. Et je vais donc en ajouter quelques-uns, qui sont les valeurs que je souhaite voir partagées dans notre institution. Certaines ont déjà été mentionnées. Les 3 premières figurent déjà dans le programme que j'ai présenté lors de l'élection rectorale. Il s'agit de l'intégrité. Dans la gestion d'une institution, c'est garantir qu'on agit dans l'intérêt de celle-ci, sans tenir compte d'intérêts particuliers, partisans et personnels, ou d'influences cachées ou inavouables. L'humanité, c'est le respect, que Mme Motte a largement cité, de tous les êtres humains dans leur diversité et le bannissement total de tous les actes et paroles discriminants, dégradants ou avilissants. La liberté, c'est pouvoir s'exprimer sans crainte et ne jamais être contraint par une autorité arbitraire. La liberté n'est pas la licence de faire n'importe quoi, elle exige que l'on s'en serve toujours avec intégrité et humanité. Je voudrais en ajouter 2 autres. La première est l'audace. L'audace n'est pas se limiter par crainte et oser sortir des sentiers battus. C'est la clé des grands progrès, tant dans les sciences qu'ailleurs. Et la responsabilité, c'est assumer les conséquences de ses choix et de ses actions, sans chercher à s'en décharger sur d'autres. Elle doit toujours accompagner l'audace. Scientia optimum. Et nos valeurs résultent tant de nos objectifs que notre façon d'agir pour les atteindre. Bien sûr, il faut les traduire en actions concrètes, et c'est ce que nous faisons depuis presque 1 an. Je citerai comme exemple une construction responsable, équitable et transparente de nos budgets et de nos projets immobiliers, une attention particulière à nos ouvertures de postes et à nos procédures de recrutement, un soutien renforcé à la recherche, orienté vers les besoins les plus criants, un soutien à l'évolution de notre enseignement et à l'adoption de nouvelles approches, une approche réfléchie et scientifiquement fondée, Scientia, des problèmes de bien-être. En proposant la devise Scientia optimum et en insistant sur des valeurs essentielles, j'espère contribuer à donner une identité forte à notre université, que l'on ne puisse plus entendre Liège, Liège Université, Université de Liège, University of Liège ou Universitas Leodiensis sans penser Scientia optimum et tout ce que cela implique. J'ai annoncé que je ne présenterai pas de liste de revendications, mais je vais m'exprimer sur des questions cruciales pour l'université. Rassurez-vous, je ne parlerai pas de la question du financement, elle est souvent abordée et les demandes bien connues. Par contre, je voudrais revenir sur la question des législations qui régissent notre fonctionnement. L'intention qui les motive est souvent louable, mais nous sommes arrivés dans une situation où trop de contraintes, souvent modifiées, nous coûtent beaucoup en énergie, en temps, en frustration, en opportunités manquées. Cela génère aussi beaucoup d'angoisse et d'incompréhension chez nos étudiants qui ne comprennent pas toujours le contexte dans lequel ils évoluent et chez notre personnel qui ne perçoit parfois plus le sens de ce qu'il est amené à faire. Il y a aussi la concurrence féroce entre une institution induite par les règles de financement. Concurrence que l'on essaie de juguler par une régulation de l'offre particulièrement difficile à gérer. C'est soigner un mal par un autre mal, avec les mêmes limites que celles que la science constate pour l'homéopathie, à savoir l'inefficacité. Ce constat étant fait, je voudrais faire une proposition. Le contexte dans lequel fonctionne notre enseignement universitaire doit évoluer pour en maintenir et développer la qualité, pour l'avenir des jeunes générations, pour que notre recherche reste compétitive, pour l'avenir économique de notre région.
Il faut rendre plus de liberté aux universités et simplifier les règles qui nous contraignent. L'objectif est clair, mais le chemin délicat est semé d'embûches. Alors, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements et parlements, construisons ensemble et en confiance le nouvel espace de l'enseignement universitaire de notre fédération Wallonie-Bruxelles. Nous pouvons nous assurer de notre volonté de construire rationnellement et en visant le meilleur. En 2 mots, le construire selon la devise Scientia Optimum. Je vous remercie.